Bonsoir et bienvenue en direct sur Public Sénat. Voici les titres de ce 24h Sénat. En 2035, un tiers de la population française aura plus de 60 ans. Pour faire face au vieillissement de la société, le Premier ministre a lancé une large concertation. Objectif, une loi dès l'année prochaine. Pour en parler avec nous sur ce plateau, le docteur Jean-Pierre Aquino, spécialiste de ces questions. Emmanuel Cos devrait ce week-end officiellement succéder à Pascal Durand à la tête des Verts. Europe Écologie tient son congrès à Caen alors que le parti a du mal à afficher une unité. Les semaines se suivent et se ressemblent au Sénat. La Haute Assemblée a rejeté les 2 textes budgétaires du gouvernement pour 2014. Notre chroniqueuse Tam Trani reviendra sur ces nouveaux camouflés pour l'exécutif. Camouflés, on le verra, à relativiser. 20 500 chômeurs en moins, un chiffre dévoilé hier qui s'explique notamment par la montée en puissance des emplois d'avenir. Mesure phare mise en place par le gouvernement pour favoriser l'entrée des jeunes sur le marché du travail. Mais ces emplois d'avenir constituent-ils un coup de pouce artificiel ou pérenne? Élément de réponse avec Paul Bouffard. Il avait fixé le cap, 100 000 emplois d'avenir avant fin 2013. Pour l'heure, François Hollande a récolté près de 86 000 signatures, saluées par son ministre du Travail. Vous avez aujourd'hui un bon chiffre, qui n'est pas une bonne nouvelle, qui est la traduction de la capacité à agir contre le chômage, de la capacité à faire en sorte que des jeunes retrouvent des emplois. Plus de 25 000 d'entre eux ont trouvé un emploi. Ça prouve que la politique, ça a un effet, qu'on peut agir contre le chômage. Selon les chiffres du ministère, en 2012, plus d'un quart des emplois occupés par des jeunes de moins de 26 ans seraient aidés par l'État. Il y a 15 ans, le gouvernement Jospin a lancé les emplois jeunes. Pas moins de 310 000 postes avaient été créés. 72% des jeunes bénéficiaires étaient en CDI 1 an et demi après. Aujourd'hui, des chiffres viennent contester l'efficacité du dispositif. Dans le secteur public, seulement un jeune sur 2 conserve son emploi 6 mois après. Par ailleurs, l'obligation de formation des jeunes n'est à ce jour que partielle. Dans le secteur privé, le 30 septembre, 27 000 aidés avaient une formation confirmée. Aussi, contrat d'avenir rimerait avec effet d'aubaine dans le secteur privé. Ce système permettrait aux entreprises de financer des embauches déjà prévues sur les deniers de l'État. Et ce pourrait être le cas avec le retour de Burger King en France. Soutenu par Pôle emploi, le géant du fast-food aurait déjà recruté 17 personnes en contrat d'avenir pour son implantation parisienne. Y a-t-il un calendrier arrêté pour la mise en place de l'écotaxe? Stéphane Le Foll assure que oui. Matignon corrige le ministre de l'Agriculture et affirme que tout dépendra des futures conclusions de la mission parlementaire. Et un parlementaire, justement, le sénateur écologiste Ronan Dantec, a déjà son avis sur la question. Il propose une mise en œuvre dès 2014. Et chez les Verts, y a-t-il un pilote pour rassembler? Europe Écologie tient à partir de demain son 2e congrès, à l'issue duquel un nouveau secrétaire national sera désigné. Emmanuel Cos devrait succéder à Pascal Durand. En interne, la stratégie d'alliance avec le gouvernement est de plus en plus contestée. Les écologistes doivent donc trouver un second souffle en vue des élections municipales, mais surtout européennes. Mounir Soussi. Cette année, à la tribune, les souris risquent d'être un peu plus crispées. Pascal Durand, poussé vers la sortie pour avoir critiqué trop frontalement le gouvernement, va céder sa place. 7 motions sont en lice et face à une base turbulente, Cécile Duflot et Jean-Vincent Placé résistent en rassemblant 38% des adhérents. Et ils ont encore plusieurs atouts pour garder la main sur le parti. En face, c'est pas on ne peut pas dire qu'il n'y a personne, bien sûr, il y a sûrement des gens très intelligents, mais il n'y a pas de personnes d'appareil, donc qui ont la capacité d'organiser, de chercher, de rassembler, de faire nombre, de façon à s'opposer. Et de nouer des accords, une stratégie de l'Alliance qui crée un malaise et qui a poussé Noël Mamère à claquer la porte il y a 2 mois. La prochaine direction aura la mission de convaincre les militants du bien fondé des liens tissés avec le Parti socialiste. Le principal chantier, ça va être de gérer des rapports difficiles avec le PS. Ce n'est pas un vrai chantier idéologique. C'est une difficulté à réussir à gérer au jour le jour, presque au jour le jour, les inévitables crises qui vont suivre. L'écotaxe n'est plus là.
La taxe carbone n'est plus là. Si elle est désignée, Emmanuelle Cos, ancienne présidente d'Act Up, à la tête de la motion majoritaire, devra aussi enrayer la fuite des militants. Et surtout, mettre sur pied une stratégie électorale pour les scrutins municipaux et surtout européens de 2014. Et le congrès des Verts est à suivre en direct de Caen sur les chaînes parlementaires demain, dès 15 h. À Paris, Najat Vallaud-Belkacem, Marisol Touraine ou encore Gérard Larcher ont assisté aux obsèques de Lucien Neuwirth. Lucien Neuwirth, grand résistant, ancien sénateur et père de la loi légalisant la pilule contraceptive, est décédé mardi à l'âge de 89 ans. C'est l'un des défis de société majeurs de ce 21e siècle, faire face au vieillissement de la population. Jean-Marc Ayrault a lancé il y a quelques heures une concertation sur le sujet qui devra aboutir à une loi l'année prochaine. Une enveloppe de 100 millions d'euros est déjà réservée. Les détails avec Jérôme Rabier. La réforme de la dépendance, longtemps repoussée, est désormais lancée. Et malgré des marges financières restreintes, Jean-Marc Ayrault n'est pas venu les mains vides pour lancer une grande concertation qui aboutira à une loi l'an prochain. Il promet notamment 2 mesures pour l'aide personnalisée à l'autonomie, l'APA, qui concerne 1,2 million de personnes âgées. La première consistera à renforcer l'aide à domicile par le relèvement des plafonds d'aide pour l'APA. La deuxième mesure consistera à améliorer l'accessibilité de l'aide en allégeant le reste à charge. En clair, plus de financement afin qu'aucune personne âgée ne renonce à des heures d'aide à domicile faute de moyens. Et d'autres accompagnements sont prévus. On va d'autre part, et le président de la République s'y est engagé, adapter 80 000 logements aménagés, c'est-à-dire mettre de la domotique, des dispositifs qui font que le logement, au lieu d'être une série de pièges où on risque les chutes, les accidents, devient un atout. L'objectif que ceux qui veulent continuer de vivre à domicile puissent y rester le plus longtemps, même en cas de perte d'autonomie. Une réforme imposée par la démographie, puisqu'en 2025, 30% de la population française aura plus de 60 ans. Et avec moi sur ce plateau, le docteur Jean-Pierre Aquino, auteur d'un rapport sur l'adaptation de la société au vieillissement. Alors, bonsoir. Bonsoir. Que faut-il mettre en place pour permettre aux personnes âgées de rester le plus longtemps possible chez elles? Est-ce que c'est souhaitable? Alors tout d'abord, permettez-moi de dire que la perspective de cette loi est une réponse à une attente très forte des personnes. Un défi majeur. Un défi majeur, une réponse pour les personnes concernées, pour leurs familles et pour les professionnels. Les attentes pour le maintien à domicile sont nombreuses. Il est important que la personne puisse concrétiser son souhait de rester à domicile et qu'elle puisse bénéficier des aides adaptées, ainsi que de toute la technologie moderne qui lui permet de faciliter son maintien à domicile. Il faut donc adapter les logements, c'est ce que nous disait la ministre Delaunay. Avec en particulier une perspective intéressante qui est celle des logements intermédiaires, des foyers logements, où bon nombre de personnes âgées, septuagénaires, octogénaires, encore autonomes, valides, ne souhaitent plus rester seules chez elles, souhaitent vivre dans un milieu agréable. Donc les foyers logements sont une réponse à cette possibilité avec l'octroi d'un forfait autonomie tel que la loi pourrait le prévoir. Alors dans quel domaine la société doit-elle s'adapter au vieillissement croissant de la population, hormis le logement? Alors hormis le logement, il y a bien sûr l'urbanisme, l'organisation des services. L'urbanisme, par exemple, il y a un exemple qui est souvent cité, qui est très parlant, c'est les bancs publics. Exactement. Classiquement, on a supprimé un certain nombre de bancs publics, alors qu'un octogénaire qui peut aller jusqu'à une certaine distance pour faire ses courses est gêné par l'impossibilité de se reposer, d'où l'aménagement des espaces publics. C'est un point qui est très important, les transports, la mobilité, et pensons notamment aussi au milieu rural, où l'isolement des personnes doit permettre la mise en place de plateformes de mobilité, les autorisant à se rendre à la ville voisine. Dans le rapport que vous avez remis au Premier ministre, vous insistez sur la nécessité de développer une culture de prévention, c'est-à-dire? Tout à fait. Bon nombre de situations de perte d'autonomie sont évitables. Il convient donc de consolider l'autonomie des personnes et surtout d'éviter un certain nombre de facteurs de risque. De les maintenir en bonne santé le plus longtemps possible. De les maintenir en bonne santé le plus longtemps possible, de repérer notamment ce que nous appelons la fragilité, c'est-à-dire le risque de perte d'autonomie qui commence à se manifester et qui demande des mesures adaptées concernant la nutrition, la mobilité, la lutte contre l'isolement. Et l'initiative qui a été prise de lutter contre l'isolement au niveau national est une perspective qui nous paraît tout à fait positive. Dernière chose, le Premier ministre
ministre a insisté tout à l'heure en parlant d'un gisement d'emplois considérable. Y a-t-il suffisamment de personnel qualifié ? Alors, un effort important a été fait pour la formation des personnels, mais il convient de poursuivre dans ce sens et surtout de valoriser les métiers de la gérontologie pour qu'un nombre important de personnes s'engagent dans cette voie. Et alors justement, quand le Premier ministre parle d'un gisement d'emploi considérable, il faut favoriser les formations, les orientations. Il faut favoriser les formations, il faut favoriser les orientations, et bien évidemment, il faut financer cette dynamique importante, et c'est aussi le sens de la loi. Et comment on finance cette dynamique ? Parce que ça coûte très cher. Cette loi autonomie, donc des perspectives de financement sont clairement définies, et donc son application devrait être possible. Comment ça le financement sur 10, 15, 20, 30 ans ? Alors, à quelle échéance ? La loi est prévue en 2 temps. Un premier temps, le domicile, dès 2015, et un deuxième temps pour les maisons de retraite, c'est-à-dire diminuer le reste à charge des familles liées à l'hébergement devenu définitif. Donc c'est cette stratégie qui est proposée à la concertation nationale et que le Premier ministre a lancée dès aujourd'hui. Dernière chose, la France a-t-elle la culture de la vieillesse et notamment y a-t-il une solidarité familiale qui se jouait encore en France ? Je crois que la solidarité familiale existe, elle existe même de manière importante, elle doit être soutenue, encouragée et il est important que dans la loi on prenne conscience de l'importance du soutien aux aidants familiaux qui ont besoin justement à la fois de cette reconnaissance mais aussi d'aide technique pour les aider dans leur mission. Merci Jean-Pierre Aquino d'être venu sur notre plateau et sur ce plateau également notre chroniqueuse Tam Tranui. Bonsoir. Bonsoir Marie. Cette semaine, le Sénat a encore fait des siennes en rejetant 2 textes majeurs, le projet de loi de finances et le budget de la sécurité sociale. Un blocage qui a fait réagir Jean-Pierre Bel, le président du Sénat. Et oui, cette fois-ci, c'en est trop. Mercredi, peu après le rejet du budget, Jean-Pierre Bel, qui préside alors la séance, prend la parole. Il fait une annonce. Il veut une revalorisation du Parlement. Il veut une rénovation du processus budgétaire. Jeudi, à notre micro, le président du Sénat a précisé sa pensée. On l'écoute. Les uns et les autres souhaitent que dès à présent nous puissions réfléchir à une nouvelle manière de faire pour que l'année prochaine nous puissions au Sénat examiner le budget dans son intégralité. Bien sûr, nous aurions aimé faire plus vite, mais je sens les esprits tout à fait décidés aujourd'hui à dépasser cette situation qui, bien sûr, n'est pas la plus favorable pour le Sénat. Oui, Jean-Pierre Bel est plutôt serein, mais il y a urgence. Le Sénat qui rejette de nombreux textes, et ça depuis plus d'1 an, est en perte de vitesse. Et là-dessus, il y a un consensus droite-gauche, puisque lors de la conférence des présidents qui rassemble présidents de groupes et de commissions, eh bien, ils ont tous dit oui, il faut sortir de l'impasse pour remettre le Sénat dans le jeu parlementaire. Le Sénat perd de l'influence, et ça avant tout, car le blocage sénatorial ne bloque rien du tout. Une fois les textes rejetés ici, eh bien, ils repartent à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale qui finalement écrit toute seule ces textes législatifs fondamentaux. François Marc, le rapporteur général du budget ici au Sénat, en est réduit au bricolage. Écoutez-le, le ton est désabusé. Mon rôle aujourd'hui, c'est de convaincre les députés que dans les propositions utiles faites ici, il y en a un certain nombre qui doivent être reprises par les députés. Ce n'est pas le circuit le plus facile, le plus rapide, le plus efficace, le plus pertinent. Mais aujourd'hui, la configuration politique fait que c'est le seul cheminement possible dans l'état de majorité un peu aléatoire que l'on a aujourd'hui au Sénat. Et oui, que les sénateurs s'en remettent aux députés pour amender le budget, ça c'est un comble. Mais c'est bien à ça qu'ils en sont réduits tant qu'il n'y a pas une nouvelle procédure budgétaire qui est adoptée. Merci Tam, on en reparle la semaine prochaine. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, vous retrouvez comme chaque vendredi Caroline Deschamps pour un nouveau numéro de Politique C'est Net. Très bonne soirée sur Public Sénat.